La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le 10 septembre 2024, bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la victoire à l'élection présidentielle en Algérie de Abdelmadjid Tebboune. Il est intitulé « Une victoire et des défis ». Pour en parler, il y a avec nous Madame Louibi Rima, enseignante à l'Université d'Alger et spécialiste des médias. Il y a également en direct depuis Dakar, la capitale du Sénégal, Maktar Sylla, universitaire, chef d'entreprise, expert consultant international et entrepreneur. Monsieur Sylla est aussi fondateur de Label TV et Label Radio. Comme à chaque numéro de Grand Angle, nous serons accompagnés dans ce numéro de Grand Angle dédié à la présidentielle en Algérie par notre confrère Moukhala Touarabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Bonjour mesdames et messieurs, la bienvenue à vous trois. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à vous, bonjour monsieur Maktar Sylla. Bonjour chers amis, et j'ai un grand rayon de soleil de Dakar, du Sénégal. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans les studios d'Ifriqiya FM ou de vous avoir en direct comme ça depuis Dakar. Alors, monsieur Maktar Sylla, Moukhala Touarabi, madame Louibi Rima, les résultats de l'élection présidentielle algérienne du 7 septembre 2024 sont tombés. Le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, est réélu au premier tour pour un second mandat de 5 années à la tête du pays avec une majorité écrasante, selon les résultats provisoires dévoilés dimanche 8 septembre par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. Alors, 3 candidats étaient en lice pour cette élection anticipée. Le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, bien évidemment, le premier secrétaire du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, et le président du Mouvement de la Société pour la Paix, Abdelali Hassani Cherif. Alors, tous les observateurs en Algérie et à l'étranger l'ont souligné, la campagne électorale et le scrutin se sont déroulés dans le calme et entourés d'excellentes conditions. Alors, quels seront les principaux axes de travail du président élu Abdelmadjid Tebboune en matière de politique étrangère? C'est précisément de cette question dont nous allons débattre aujourd'hui avec nos 3 invités. Alors, pour rester fidèle à la tradition d'hospitalité qui caractérise les Algériens, nous allons commencer par notre ami, notre confrère Maktar Sylla. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Dakar. Alors, Maktar Sylla, est-ce que les Sénégalais ont suivi la présidentielle en Algérie? Comment sont globalement perçus l'Algérie et Abdelmadjid Tebboune dans votre pays? Il est évident que le Sénégal, de par son rôle en Afrique et au niveau diplomatique international, s'intéresse à tout ce qui touche à l'Afrique, et particulièrement à certains pays qui ont des liens tout à fait spéciaux avec le Sénégal. L'Algérie en fait partie, plusieurs signes en attestent, l'installation récente de la banque algérienne à Dakar, les vols accrus d'Air Algérie, annoncés d'ailleurs récemment pour véritablement les renforcer encore un peu plus, les relations qui ont toujours existé vraiment entre 2 pays frères, 2 pays amis qui ont des positions tout à fait convergentes concernant par exemple la question de la Palestine ou d'autres questions internationales. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi cette élection. Et moi, de manière plus particulière, vous connaissez les relations que j'ai avec vous. Quand on a été honoré par une distinction par un chef d'État il y a à peu près au mois de novembre de l'année dernière, tout ce qui touche à son pays et à sa propre trajectoire vous interpelle et vous intéresse. Également parce que nous, en tant que chaîne panafricaine internationale, nous nous intéressons beaucoup à tout ce qui touche à l'Afrique. Et je voudrais peut-être de ce point de vue, peut-être juste dire un petit mot. Voilà. Parce que concernant la gestion, on a vu une certaine presse internationale dire oui, le taux de participation, un peu moins de 50%, etc., faire la leçon, comme d'habitude. Je voudrais rappeler surtout à ces pays européens qu'en 2019,
le taux de participation aux élections européennes était de 50,66%. Et quand on dit cela, c'est très, très variable. Un pays comme la Finlande, c'est de 40,80%. La France, c'est de 50,17%. La Slovaquie, 22,74%. Donc voilà, quand on donne des leçons, il faut regarder son propre parcours avant d'en donner. Oui, et puis la bonne participation, c'est aujourd'hui une tendance mondiale, Maktar Sylla. Voilà, absolument, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc ça ne sert à rien de jeter l'anathème sur les gens, de faire comme si c'était quelque chose d'inédit. On sait que ça peut être une abstention volontaire, politique, autre, manque d'intérêt, indisponibilité. Ça peut également être une abstention involontaire. Voilà. Donc, il faut vraiment nuancer les choses. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait eu des élections. Il y a des pays où des élections ne se passent pas. Oui. Il y a des pays où des élections sont reportées indéfiniment. Donc, il y a eu des élections dans la paix. Et le principe de la démocratie, c'est que les gens expriment véritablement leur volonté. Exactement, leur position. Les Algériennes qui ont exprimé leur volonté et ont réélu pour un autre mandat le chef de l'État actuel. Voilà. Et c'est ça, dans la paix, dans la stabilité. Et c'est ça que l'Afrique attend des pays africains, notamment de locomotives comme l'Algérie, quand on sait que c'est aujourd'hui la troisième puissance militaire du continent, la deuxième puissance. La deuxième et la troisième économie d'Afrique. Et la troisième économique, absolument. Quand on sait cela, ce qui se passe dans ce pays interpelle tout le continent. Oui. Alors moi je vous pose la question, Maktar Sylla, parce que les Algériens ont suivi en avril dernier avec beaucoup d'attention la présidentielle au Sénégal, et Ifriqiya FM a consacré au moins 3 émissions à l'événement. Vous-même vous êtes passé en direct à plusieurs reprises sur nos ondes pour décrypter les événements au Sénégal. Alors ici en Algérie, nous regardons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Sénégal, et donc ma question était tout à fait légitime. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une attente particulière des Sénégalais vis-à-vis de l'Algérie, et particulièrement vis-à-vis du président Tebboune, un président qui, il faut le reconnaître, a beaucoup œuvré au renforcement des relations entre Alger et Dakar? Mais absolument, absolument. Et ça, c'est pratiquement une évidence. Et je pense que, je le dis, je le répète très souvent, l'Agence algérienne de coopération internationale est véritablement aujourd'hui une réalité sur le continent qui va au-delà des pays de départ comme le Mali, comme le Niger, etc., en Tanzanie, etc. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises et de manière constante d'être en relation et en conversation avec le général Alouz, qui en est le directeur général. Aujourd'hui, dans tous les domaines, la santé, que ce soit dans l'éducation, les écoles, l'approvisionnement en eau potable, etc., l'Algérie est en train de faire beaucoup de choses pour le continent. Et donc, le Sénégal, de manière générale, tout ce qui se fait pour l'Afrique, même si ce n'est pas directement au Sénégal, tout ce qui se fait, nous pensons que ce sont des bons points et nous saluons et nous applaudissons des deux mains. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit également, il y a un certain nombre de choses qui se développent. C'est la première fois depuis des décennies qu'aujourd'hui que l'Algérie a une banque au Sénégal. C'est fondamental. Dans un contexte où, quand on sait que l'Algérie a, véritablement, avec la Sonatrach, une position privilégiée dans le domaine du pétrole, des énergies, du gaz, etc., c'est au moment où le Sénégal devient un pays pétrolier et gazier. Je pense que cela est véritablement, nous attendons beaucoup de choses de cette Algérie, de cette expérience, de cette expertise, de cette manière véritablement de maximiser ce que je peux appeler un peu cette sorte de carburant de l'émergence. Donc, du point de vue médiatique qui nous concerne plus directement, je suis dans un positionnement panafricain, vous l'avez dit. Vous aussi, avec Ifriqiya, vous êtes dans un positionnement panafricain. Nous avons échangé beaucoup sur ces choses-là. Il y a la Media City qui est en train de se faire à Alger, etc. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que l'Afrique attend. Je dis, il faut en Afrique, c'est mon concept un peu de pays locomotive. Il y a des pays sans prétention aucune, mais de par leur rôle, de par les actes qu'ils posent au quotidien, qui sont des locomotives. Quand le président Tebboune met $1 milliard au service de l'Afrique via cette agence-là, mais moi je demande qu'il y ait d'autres pays africains qui fassent la même chose, même si c'est à des degrés moindres. Si tout le monde le faisait, mais on n'en serait pas là dans beaucoup de domaines. Donc, véritablement, les attentes sont fortes. Dans un continent où, effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'exister, nous avons besoin de nous exprimer, nous avons besoin de nous affirmer. Il y a véritablement aujourd'hui des ruptures profondes qui sont en train de s'opérer dans les relations internationales entre l'Afrique et le reste du monde, et l'Algérie a un rôle capital à jouer. Je pourrais même ajouter récemment ce qui s'est passé aux Nations Unies sur toute la lutte contre la cybercriminalité, où effectivement on a vu l'adoption d'une nouvelle convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité, et il y a eu un rôle fantastique
de l'ambassadrice Faouzia Barki au niveau des Nations Unies. Donc tout cela, véritablement, fait partie un peu de ce que j'appelle cette générosité au service du continent, et même au-delà, le carburant, la crise du carburant qu'il y a eu au Liban, qui a été plongé dans une crise énergétique aiguë, mais c'est l'Algérie qui a donné le fioul. Donc c'est toutes ces choses-là. C'est pas. Moi, je parle d'actes concrets, de choses vérifiables, qui sont là, concrètes, que personne ne peut aujourd'hui nier. Et je pense qu'il faut absolument continuer dans cette voie de la solidarité internationale, du développement de la fraternité en Afrique, au-delà des frontières, au-delà des barrières linguistiques et tout. Et je pense que les choses qui nous unissent sont extrêmement fortes et les médias ont un rôle capital à jouer. Je pense que l'intégration du continent se fera fortement et essentiellement à travers les médias. Merci beaucoup, Mactar Sylla. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Dakar, la capitale du Sénégal. Alors restez avec nous. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais en attendant, je me tourne vers Madame Ruby Rema. Vous qui êtes spécialiste des médias, pouvez-vous nous dire si la présidentielle en Algérie a suscité l'intérêt des médias, des autres médias africains? Bon, oui. on vient de le savoir, au Sénégal, les médias ont suivi, les observateurs politiques ont suivi pas à pas cet événement politique majeur qui s'est déroulé en Algérie. Qu'en est-il des autres pays africains? Alors, notre collègue de Dakar a bien résumé comment les médias et comment le Sénégal voit l'élection présidentielle en Algérie. Et c'est idem pour les autres médias africains qui ne peuvent que s'intéresser aux élections en Algérie. Le président de la République avait dit que ce ne sont pas que des promesses et des engagements, pas uniquement pour l'Algérie, mais aussi pour l'Afrique, ce qui justifie l'intérêt que les médias africains portent pour ces élections et pour l'Algérie et pour la stratégie algérienne dans le continent africain, a rappelé et notre collègue de Dakar l'avait précisé. L'Algérie l'année dernière avait octroyé $1 milliard pour les pays africains. Elle avait en 2013-2018 supprimé les dettes de 14 pays africains. L'année prochaine, il y aura la foire commerciale intra-africaine, donc ce qui est très très important aussi pour l'Afrique. Et puis les défis que relève l'Algérie, auxquels l'Algérie fait face, c'est aussi les défis de tout le continent. Donc je parle de ça. Je peux également évoquer une sorte de coalition également médiatique avec les confrères tunisiens pour contrecarrer également, parce qu'il ne faut pas oublier que les élections ont connu également une sorte de campagne de manipulation d'Infox sur la toile. Mactar Sylla justement vient de le signaler également, dans son intervention. Nous avons été la cible d'attaque. Énormément, oui, énormément sur les réseaux sociaux numériques, et il y avait une coalition entre les journalistes tunisiens et algériens pour éventuellement contrecarrer cette campagne d'Infox. Mais au-delà, l'Algérie était et encore présente plutôt très présente dans les médias africains. Effectivement, je pense que c'est tout à fait normal. L'Algérie est face à plusieurs menaces, je dirais, au Sahel, la situation en Libye également. Et donc forcément, il y a nos confrères également en Libye qui s'intéressaient beaucoup. D'ailleurs, ils ont beaucoup aidé également, ils ont apporté leur aide, et merci de m'aider à me rappeler de ça, parce que les Libyens, certains confrères également, nous ont aidés dans la lutte contre l'Infox, qui viennent notamment de l'extérieur. Alors, non seulement nos frères et sœurs africains traitent régulièrement de l'Algérie dans leurs médias, mais comme vient de le dire Mactar Sylla, beaucoup de nos confrères aussi s'informent à travers ou par le biais des médias algériens. Nous avons par exemple une chaîne de radio, Ifriqiya FM, qui est actuellement très, très suivie au Sahel et qui diffuse aussi en plusieurs langues.
Oui, ce qui permet également de converger les voix africaines. Votre émission aussi en est la preuve. Ça permet également de porter la voix de l'Algérie et d'apporter un récit nouveau. Nouveau ? Un récit différent du récit de celui que diffusent des médias hostiles à l'Afrique de manière générale. Effectivement, mais notre discours, c'est le même discours que tous les Africains, les Africains partagent, et c'est l'intérêt de l'Algérie, c'est aussi l'intérêt de l'Afrique. Très bien, Madame Rima, merci pour votre analyse et vos commentaires. Mouqana Touarabi, je ne vous ai pas oublié. Alors, tous les observateurs l'auront remarqué, les questions de politique étrangère se sont taillées une part importante dans les discours de campagne des candidats à la course à la magistrature suprême. Alors, qu'est-ce qui explique cet intérêt accru pour les dossiers de politique internationale? Est-ce que c'est le contexte? Bon, on sait que les Algériens de manière en particulier, et les Africains de manière générale, s'intéressent beaucoup aux questions de politique étrangère. On sait que l'Algérie, de tradition, joue quand même un rôle extrêmement important dans la région, au Sahel et plus largement au niveau du monde arabe et musulman. La région, l'Algérie est à la pointe d'un certain nombre de dossiers internationaux, mais cette élection présidentielle se distingue des autres par le fait qu'on a beaucoup parlé de dossiers internationaux. Oui, tout à fait. Si cette élection s'est distinguée par notamment les questions d'ordre régional et international, c'est aussi le contexte qui le dicte, et aussi le poids de l'Algérie en tant que puissance régionale importante, et un pays qui compte au niveau régional et au niveau continental. L'Algérie s'est beaucoup distinguée par ses positions et par son travail diplomatique au cours de ces dernières années. Ce travail s'est beaucoup intensifié, notamment avec son accession au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Notre l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU n'a pas chômé. Au contraire, il s'est distingué par un temps de prise de parole et d'initiative incroyable depuis son arrivée, donc depuis l'accession d'Algérie à ce Conseil. Le débat interne sur les questions régionales et internationales, c'est aussi parce que l'Algérie a une diplomatie qui est très déployée au niveau régional et africain. Et l'Algérie, c'est un pays qui intervient, qui est très actif, membre fondateur de l'Union africaine. Il était aussi membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, la DFENT, qui a été remplacée par l'Union africaine. L'Algérie est un pays qui a toujours contribué, de par son engagement et sa politique, en faveur du continent africain, en faveur le parachèvement du processus de décolonisation de l'Afrique. Et il a été pendant de très longues années la Mecque des révolutions. Il a accueilli beaucoup de révolutionnaires africains et même au-delà d'autres continents. Voilà, donc depuis son indépendance, l'Algérie s'est distinguée par, d'abord, c'est une conviction de la politique étrangère de l'Algérie, le fait d'être un pays non aligné, donc qui a des positions souveraines et qui milite pour renforcer justement la souveraineté de l'Afrique sur toutes les questions. D'ailleurs, notre confrère Mokhtar Sylla a bien fait de souligner le retour aujourd'hui, avec tout ce que l'Afrique a subi pendant de très longues années, le néocolonialisme, le retour du souverainisme qu'on voit et tout, permet aussi à l'Algérie de trouver des appuis importants au niveau de pays amis, de pays voisins, avec lesquels va encore porter cette revendication pour une Afrique prospère, pour une Afrique souveraine, pour une Afrique justement qui va profiter de ses richesses au lieu qu'elles soient pillées par des puissances étrangères. Les candidats à la présidence en Algérie
croient à cette doctrine de la politique étrangère. Ils se sont distingués par un consensus par rapport aux questions régionales, internationales et étrangères. La doctrine de l'Algérie sur le plan des affaires étrangères est la même, quel que soit le président. Je pense que c'est un point très important qui a été mis en valeur pendant cette campagne électorale où indépendamment des visions différentes, des semblables des candidats, il y a une entente, j'ose dire, nationale, un consensus sur les questions de politique étrangère, qui automatiquement vont se traduire par la poursuite de cette politique en lui donnant plus de moyens. Le président Tebboune a beaucoup fait au cours de ces 5 dernières années pour justement le retour de l'Algérie au niveau continental après une absence qui était liée à une conjoncture dont c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc il y a eu un redéploiement, un retour en force de l'Algérie qui a justement permis à l'Afrique de reprendre de sa superbe, de revenir sur la scène internationale en tant qu'acteur qu'on a toujours négligé et marginalisé. Aujourd'hui, la bataille des batailles, c'est d'essayer d'obtenir une place de membre permanent à l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, parmi les batailles, il y a celle-ci, il y en a d'autres. C'est aussi la bataille de la résolution des conflits qui minent beaucoup de pays africains. Déjà dans le voisinage, l'Algérie est entourée, il y a un arc de crise autour d'elle. Donc l'Algérie déploie d'énormes efforts pour aider nos pays voisins à retrouver leur stabilité à travers justement à travers des politiques. Voilà, sur le plan continental, l'Algérie est un acteur majeur au sein de l'Union africaine à travers des initiatives qu'elle a prises plusieurs fois sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la souveraineté économique, sur le plan aussi de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, sur la question de la dette africaine et sur la place de l'Afrique sur l'échiquier international. Aujourd'hui, l'Afrique doit retrouver sa place autant que surtout qu'elle est présentée comme l'Afrique comme le continent de l'avenir, le continent de l'avenir et surtout le continent qui est le plus représentatif au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Absolument. Nous avons 55 pays. Aucun continent ne dispose autant de pays, autant de voix au sein du Conseil de sécurité. Il est anormal de voir aujourd'hui l'Afrique est reléguée au deuxième plan au profit de puissances qui n'ont ni les richesses ni les capacités dont dispose l'Afrique aujourd'hui. Oui. Alors merci Mqran Etouarabi pour ce tour d'horizon assez complet. Maktar Sylla, je reviens vers vous. Vous êtes avec nous, Maktar Sylla? Avec vous, oui. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes en direct depuis le Sénégal. Alors, notre confrère et ami Mqran Etouarabi vient d'évoquer les crises internes qui secouent d'innombrables pays en Afrique du Nord, au Sahel. Et au-delà du Sahel, même en Afrique subsaharienne. Alors, est-ce que ces crises, d'abord, comment ces crises sont perçues sous le regard des Sénégalais, sous le regard du spécialiste que vous êtes? Est-ce qu'elles vous inquiètent? Je parle particulièrement d'un pays qui vous est voisin, c'est le Mali. Est-ce que ces crises vous inquiètent? Et comment voyez-vous, vous, spécialiste des médias, spécialiste de la région, les changements de régime qui ont eu lieu à la fois au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Bon, je ne parle pas aussi de la Guinée et du Gabon. Oui, fondamentalement, je pense aujourd'hui, l'Afrique est un peu à un tournant où il y a des ruptures qui sont tout à fait nécessaires dans les liaisons, un peu les relations de dépendance, soit d'anciennes colonies, en tout cas de l'Occident de manière générale. Bon, il y a beaucoup de crises partout, y compris en RDC, un peu partout. Mais très souvent, la question, quelquefois, on se pose, on se dit, voilà, d'où viennent ces armes? Qui a intérêt à entretenir? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des usines d'armement en Afrique qui ont pignon sur rue internationale et qui ont intérêt à ce que ces foyers de tension persistent et se multiplient un peu partout sur le continent? Donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà de ça, c'est le tréfonds, ce qu'il y a juste derrière, ce sont des questions économiques, des questions de
de développement économique. Et il y a un peu cette tendance à vouloir maintenir le continent africain dans ses relations de dépendance, à la fois politique, diplomatique et économique. Donc il arrive un moment où effectivement c'est comme une marmite qui bout, un moment voilà le couvercle saute, et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que si aujourd'hui l'Occident ne se réajuste pas, ne réexamine pas, ne se rend pas compte qu'aujourd'hui vous êtes dans un continent où 77% de la population a 35 ans et moins, et vous voulez perdurer sans votre disque dur en continuant sur les mêmes pratiques, etc., il y a un moment où c'est stop. Et ce sont des ruptures telles qu'on a pu les examiner d'une manière ou d'une autre. Et quelles que soient les difficultés que ces pays aujourd'hui traversent, d'un point de vue économique, ils sont en train de créer des usines, de faire un peu des investissements, etc., des choses qui n'existaient pas avant. Donc, on arrivera à un point où ce sera pratiquement une case de non-retour, où ces pays prendront absolument leur pain en vol et se rendront compte, y compris les populations, que cette dépendance-là nous a maintenus vraiment dans un corset d'anti-idées, de non-développement. Exactement. Donc, je pense que cela est tout à fait fondamental. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la grande bataille, et c'est pourquoi, véritablement, moi, je parle de pays qui sont des pays locomotives, qui sont des pays gênants comme ceux que l'Algérie, mais la diplomatie sénégalaise également est très connue. Voilà, que pour certains pays sont très connus pour leur ancrage, le Ghana, le Rwanda, très ancrés dans leur, le positionnement panafricain, dans cette intégration africaine à la fois politique, mais également des peuples. Et je pense qu'également, c'est vers cela qu'il faut aller, renforcer véritablement ce mouvement qui n'est pas dirigé contre quiconque ne se met pas au travers des intérêts du continent. L'Afrique a besoin de s'épanouir, l'Afrique a besoin de se développer, a besoin de maximiser tout son potentiel. C'est la première richesse aujourd'hui du monde, c'est des premières richesses aujourd'hui naturelles, humaines et tout, se trouvent sur le continent africain. Nous ne pouvons pas, après des années d'indépendance, être maintenus un peu dans cette situation de dépendance. Ça, véritablement, je pense que c'est un mouvement qui est irrémédiable et irréversible. La deuxième chose aussi, c'est, je pense qu'il faut, pour pouvoir le consolider, que l'importance des médias, comme etc. Vous connaissez mon point de vue sur ces questions-là, ma consoeur et les débatteurs aujourd'hui le disent. Cette convergence de vue que nous avons sans nous voir comme ça physiquement, etc. Mais ce sont des aspirations profondes aujourd'hui de nous autres, entre guillemets, intellectuels. Mais également qu'il faut faire descendre à tous les niveaux. Et il n'y a rien d'autre que les médias qui peuvent le faire mieux que les autres. Avec les langues, en utilisant nos langues propre. Aujourd'hui, on est en train de faire les émissions en français. J'aurais bien aimé pouvoir parler l'arabe et pouvoir faire cette émission aujourd'hui en arabe. Les autres Sénégalais auraient pu le faire à ma place parce qu'il y en a beaucoup ici qui le font. Donc, véritablement, utiliser les médias en termes de moyens de rapprochement des peuples, de meilleure connaissance des peuples, que les gens se rendent compte qu'effectivement, ce continent a sa diversité, certes, mais a véritablement aujourd'hui des richesses humaines, des richesses naturelles. Et juste, vous savez, pourquoi d'ailleurs cet intérêt que les gens ont pour l'Algérie? Mais tout simplement, au-delà de la question politique et des élections, c'est vrai, les gens savaient qu'il y avait des élections, mais ce que notre sœur Iman Khalif a fait aux Jeux Olympiques de Paris a permis de mettre le doigt et la map monde sur la map monde, de mettre l'Algérie sur la map monde. Exactement. Que les gens qui connaissent ça se dire, mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce qu'elle vient? Etc. Et qui a rempli de fierté. Les Jeux paralympiques de Paris qui viennent de s'achever, etc. Mais l'Algérie est arrivée en tête au niveau des médailles, au niveau du continent africain. Tout cela, donc par le sport, par le média, par des choses qui apparemment n'ont pas, j'allais dire, un peu toute cette envergure, ne sont pas à la une des journaux au quotidien, etc. On voit que l'Afrique est en train de se rapprocher. Le sport rapproche, les médias rapprochent aujourd'hui. Mais effectivement, ces belles histoires, ces belles victoires, etc., on a toujours tendance à émettre un grain de sable pour passer à côté, parce que c'est ça, c'est le narratif africain qu'il faut effectivement mettre en avant. Le narratif, c'est pas le récit de manière africain, béate comme ça, voilà. Le récit africain, pas seulement de manière béate, idyllique, etc., mais il y a des choses qui marchent en Afrique. Alors si nous autres Africains, nous ne mettons pas le doigt dessus, nous ne mettons pas en valeur ces choses qui marchent, personne ne le fera à notre place. Mais dès qu'il suffit qu'il y ait un petit problème de rien du tout, on aurait vu peut-être qu'un électeur serait allé dans un bureau de vote et qu'un chien l'aurait mordu. Voilà, ce sera dans la une de tous les journaux internationaux, sans passer par les trucs, la bonne organisation, la paix qui a prévalu, le vote dans la quiétude, pas de contestation, etc. Donc voilà un peu véritablement les défis qui sont aujourd'hui les nôtres. Et c'est encore une fois de plus, je le dis et je fais cet appel que j'avais fait déjà, il faut que l'Algérie puisse jouer vraiment ce rôle moteur. D'autant plus que d'ailleurs, vous le savez, je rentre comme ça de Gaborone et de Botswana, où nous étions avec notre frère Salah, donc le conseiller du directeur général Mohamed Bagali, que je salue d'ailleurs au passage. Et vous savez que l'Algérie est devenue aujourd'hui le premier vice-président de l'Union africaine de radiodiffusion télévision. Exactement.
Donc tout cela véritablement conforte un peu ce rôle de leadership, pas ce rôle de leadership à la King Kong qui tape sur sa poitrine, etc., mais de leadership qui est venu naturellement. Des gens naturellement à l'unanimité ont voté pour cela. Les gens ne le font pas pour faire plaisir. Ils le font parce que l'Algérie a montré et continue de démontrer au quotidien et de manière constante son ancrage panafricain, sa volonté de développer la coopération avec l'Afrique, etc. Donc, moi, en tant que panafricain, je m'intéresse à des pays qui font ces choses, qui font des choses comme ça. Des pays qui posent des actes concrets. Oui. Ce n'est pas de la littérature ce qu'on est en train de dire, ce sont des faits. J'aurais pu documenter secteur par secteur pour vous dire au quotidien, dans les veilles que je fais, au quotidien, il n'y a pas un jour où ça passe, où je n'ai pas une histoire ou quelque chose à raconter sur l'Algérie. Aujourd'hui, j'ai donné l'exemple du sport. J'aurais pu en donner d'autres. Quand il y a eu les incidents dans les incendies dans les zones de Tizi Ouzou et de Béjaïa en Kabylie, mais la riposte qui a été faite, etc., tout ça, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Quand le président, pendant la campagne, s'engage à l'augmentation des salaires pour atteindre les 100% d'ici 2027, nous suivons. Exact. Idem pour les pensions de retraite, idem pour la lutte contre l'inflation, idem pour le pouvoir d'achat. Oui, mais comme vient de le signaler notre consoeur Lima Louibi, il est beaucoup question aussi d'économie et de sécurité alimentaire au niveau à la fois régional et continental. Absolument. Elle a parfaitement raison. Je suis tout à fait en accord avec elle. Elle a tout à fait raison. Comment peut-on aujourd'hui on va aller en Ukraine demander qu'on nous donne du blé. J'ai vu d'ailleurs dans une de mes veilles d'ailleurs qu'il y a pour l'alimentation des bébés et l'alimentation infantile. J'ai vu aujourd'hui les initiatives qui ont été prises, par exemple au niveau de l'Algérie, où il y a une unité de production de lait en poudre et de farine infantile. Exactement. Avec un investissement de près de 30 millions de dollars. Donc, alors que l'Algérie, quand on prend les chiffres aujourd'hui en termes d'importation de produits laitiers, l'Algérie était à 800 millions de dollars par an. Oui, et ça, effectivement. C'est une première réponse qui vient d'être donnée, absolument. Et ça pourrait réduire la dépendance à la fois de l'Algérie, mais aussi de son voisinage immédiat. Pas immédiat, de l'Afrique. Oui. Moi, cette usine-là, j'aurais bien aimé qu'ils exportent les produits ici au Sénégal, etc. Quand j'ai eu l'occasion, la dernière fois qu'on est allé, on a rencontré des gens du patronat qui sont venus, on nous a donné en partant tout un sac avec plein de produits, des laits, du corps, en passant par pratiquement tout. Il faut effectivement que cela... Et pourquoi il faut qu'on ait... Je ne vais pas aller citer pour le faire de la publicité. Certaines grandes marques occidentales qui sont là depuis des années, on ne sait même pas ce qu'ils nous feront ou pas. Mais il faut absolument avoir cette ambition de se positionner au niveau panafricain, de se positionner au niveau mondial. Aujourd'hui, même par rapport à l'Europe, dans beaucoup de domaines, notamment du gaz, etc., on voit ce que l'Algérie fait pour l'Union européenne, etc., en termes d'exportation, etc. Il faut avoir ces ambitions-là. Il n'y a pas de complexe à avoir autre que le complexe des ambitions au niveau national. Et l'Algérie, aujourd'hui, ce rôle lui évolue peut-être pas de stratégique, etc. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. Merci beaucoup, Maktar Sylla. Alors, je reviendrai vers vous dans très peu de temps. Alors, Madame Louibi Lima, c'est pas nous qui le disons, c'est un confrère frère et confrère sénégalais. Le président Tebboune a beaucoup investi durant son premier mandat, a beaucoup œuvré plutôt dans le rapprochement, dans le raffermissement des relations entre l'Algérie et son voisinage naturel immédiat qui est le voisinage africain. Oui, après, le président s'inscrit aussi dans la continuité de la politique algérienne qui a toujours œuvré pour l'intérêt des pays africains. Pour l'intérêt des pays africains, je dis, et l'Algérie, vous savez, a une politique qui a toujours été sans aucune ambiguïté, c'est-à-dire avec une politique, Moukran l'a si bien résumé, une politique, une diplomatie très active à l'échelle internationale et qui porte au plus haut la voix de tous les Africains. Donc la voix de l'Algérie dans l'avenir de l'Afrique et de l'humanité n'est pas l'expression d'un vœu
pieux, ni il ne reflète pas uniquement une vue passive, c'est-à-dire elle est dans sa globalité, elle porte l'intérêt de l'Afrique et elle a toujours su porter et elle a toujours su s'engager dans les grands problèmes relatifs à la paix et à la sécurité régionale et internationale. C'est-à-dire, elle œuvre toujours pour l'intérêt de la communauté internationale. Très bien. Merci, Madame Louis-Birima. Moukhala Touarabi. Alors, vous l'avez souligné, les candidats à la présidentielle en Algérie ont beaucoup parlé de dossiers internationaux. Le président Tebboune, qui était candidat à sa propre succession et qui a été réélu par une majorité écrasante, a beaucoup fait pour l'Afrique, beaucoup fait pour justement, comme je venais de le dire, de raffermir, de renforcer les relations entre l'Algérie et de nombreux pays africains. Maintenant, l'intérêt des électeurs et l'intérêt des candidats pour la chose internationale, est-ce qu'elle ne découle pas du fait aussi que nous sommes dans un environnement qui est éminemment problématique. Quand je dis ça, je pense par exemple à un arc de crise, alors qui va de la Somalie jusqu'au Mali. Nous avons un environnement immédiat, un voisinage qui est en crise. Je parle de la Libye, il y a le Niger, il y a le Mali, il y a la guerre au Soudan. Et donc, est-ce que ce n'est pas cette situation-là qui explique justement que les dossiers internationaux, par moment, prennent le pas sur certains dossiers internes? Effectivement, parce que... Il y a un défi géopolitique pour nos frontières. Un énorme défi géopolitique à nos frontières, d'énormes défis sécuritaires aussi, que l'Algérie relève depuis un moment. Effectivement, vous l'avez si bien dit, l'Algérie, aujourd'hui, il y a un arc de crise tout autour de l'Algérie. Vous avez... à l'est, la Libye qui peine depuis qu'elle a été déstabilisée par une opération menée par l'OTAN, n'arrive pas à retrouver sa stabilité. Elle est, chaque fois qu'on espère qu'elle commence à sortir de cet engrenage de violence, il y a un événement qui vient pour démentir tout ça. Et l'Algérie a toujours été aux côtés de la Libye depuis le début de l'agression jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'épargne aucun effort diplomatique ou autre pour justement aider les Libyens à s'entendre et à dépasser leurs divergences et à retrouver la paix et la sécurité à laquelle aspire ce peuple. Au sud aussi, vous avez toute une région, le Sahel central, qui est dans une situation sécuritaire extrêmement difficile. Vous avez donc l'impact du conflit libyen, les répercussions de la situation, de la déstabilisation de la Libye sur cette région qui a complètement déstabilisé les pays du Sahel. Aussi, c'est un énorme défi sécuritaire pour l'Algérie, qui a toujours aidé et qui continue à le faire par tous les moyens pour aider justement les États de la région à faire face à ce fléau transnational qui constitue une menace à la fois pour l'Algérie mais pour toute la région. Le terrorisme. Vous avez aussi... Le Premier ministre nigérien était là il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Il y a d'excellentes aussi, une excellente coopération avec le Burkina Faso, qui est aussi sérieusement menacé par ce fléau du terrorisme. C'est le pays du Sahel central qui est le plus touché par le terrorisme. Oui. Et aujourd'hui, c'est pratiquement 70% du territoire qui est entre les mains des différents groupes terroristes qui agissent dans la région. Et vous avez aussi à côté un peuple qui aspire à l'indépendance, qui est le peuple du Sahara occidental. Oui. L'Algérie a toujours été aux côtés des peuples qui aspirent à leur indépendance depuis, parce que c'est un pays qui a enduré le colonialisme. Donc c'est une doctrine irréversible dans la diplomatie algérienne
que l'Algérie continue donc à perpétuer. Elle est aux côtés du peuple sahraoui qu'elle aide pour justement accéder à son droit à l'autodétermination conformément aux dispositions et conformément à la Charte des Nations Unies. Il y a d'autres défis à la fois aussi sécuritaires mais aussi économiques, parce que l'approche de l'Algérie justement dans le domaine notamment pour aider les pays de la région à retrouver leur stabilité, c'est essentiellement pour régler les problèmes politiques, c'est le dialogue inclusif qui justement permettrait à toutes les composantes des sociétés de ces pays à pouvoir s'asseoir autour d'une table pour discuter de la meilleure manière de dépasser cette crise. C'est ce qu'elle a prôné en Libye. Elle n'a pas manqué d'initiatives. Aussi, il ne faut pas aussi oublier sa grande contribution au Mali dans les années 2010 qui a abouti à la signature d'un accord de paix sous l'égide de l'ONU qu'on a appelé l'accord d'Alger, parce que les négociations sont parties d'Alger. Vous parlez de l'accord de paix au Mali. L'accord de paix au Mali, oui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, elle est toujours aux côtés du peuple malien pour qu'il, justement, retrouve sa pleine stabilité. Le président Tebboune l'a souligné, le peuple malien est un pays frère, le peuple malien est voisin, en même temps frère du peuple algérien. Et il y a des relations historiques très anciennes qui remontent à la guerre de libération nationale. L'Algérie n'est pas un pays ingrat. Et vous avez aussi l'Algérie qui a toujours été, qui a contribué à la résolution de pas mal de conflits en Afrique à travers sa médiation. C'est un pays crédible auquel on fait confiance parce que, de par son histoire, il a toujours agi avec objectivité et surtout avec sincérité pour justement aider ces pays à dépasser leur crise. Alors, Mohamed Ouarabi, Maktar Sylla l'a très bien souligné. En plus de ce que vous venez de dire sur les défis auxquels nous avons affaire, il y a aussi, en plus de ces crises, en plus de cette menace terroriste, l'Afrique aujourd'hui est devenue un terrain d'affrontement entre grandes puissances et puissances moyennes. Maktar Sylla l'explique, il dit pourquoi ces puissances sont là. Certaines régions sont aussi le théâtre de guerre par procuration, de guerre d'influence. C'est aussi ce qui complique la crise, et particulièrement la crise qui... Tout à fait, il y a des forces étrangères qui sont là, qui alimentent les crises et qui l'attisent. C'est ce qui se passe notamment dans la région du Sahel. Déjà. La Libye, où des puissances étrangères, justement, attisent les divisions au sein de ce pays pour des intérêts occultes. Nous pouvons citer les Émirats arabes unis qui ont joué jusqu'à maintenant un rôle important dans cette crise qui perdure. Ils ont alimenté la crise. Ils ont alimenté la crise et continuent à l'alimenter jusqu'à maintenant. Ils n'ont à aucun moment cherché à rapprocher les partis antagonistes libyennes. Bien au contraire. Vous avez aussi ce qui se passe dans la région du Sahel, aussi avec des manipulations de puissances étrangères pour des intérêts encore occultes. Bien évidemment, il y a le côté économique, mais parfois ça va au-delà de l'économique. Oui. Il y a aussi la volonté, il y a des puissances quand vous revenez sur la position de l'Algérie par rapport à la question palestinienne, vous allez comprendre pourquoi l'Algérie aujourd'hui est menacée. Oui. Est menacée parce qu'elle a une position constante par rapport à la question palestinienne qu'elle ne cherche pas à marchander comme le feraient d'autres puissances contre d'intérêts économiques ou autres. L'Algérie s'est distinguée par sa position ferme sur la nécessité justement d'abord de traiter le factuel qui est marqué par un génocide qui se poursuit au sein
donc au niveau de la bande de Gaza, mais aussi par rapport au règlement définitif de cette énorme injustice qu'on a infligée au peuple palestinien qui est privé de son pays, de son État, oui. Donc à savoir la nécessité absolue que la Palestine devient un État comme tous les autres États qui siègent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette position dérange en premier lieu l'antisioniste qui utilise ses relais au niveau régional pour nuire à l'Algérie et ses relais sont connus. Voilà. Oui. Voilà, très bien. Et le constat est valable pour le peuple du Sahara occidental, pour le peuple sahraoui, qui lutte depuis près d'un demi-siècle pour sa liberté et son indépendance. Oui, Madame Rubilema, vous vouliez juste rebondir, parce que mon collègue vient de préciser un point extrêmement important, ce sont les ingérences qui se font également sur la toile, et particulièrement venant de l'entité sioniste. Il y a le groupe Archimède qui s'est en 2017 déjà, qui a inondé le continent africain d'infox et qui s'est même s'immiscé dans la campagne électorale au Congo et en Tunisie aussi. Nous sommes dans les guerres de 4e génération. Effectivement, qui ne se passe pas uniquement sur terre, sur mer ou dans les airs, c'est aussi, ils atteignent aussi les cœurs et les esprits. Et Maktar Sylla avait parlé qu'il faut qu'il y ait un discours africain, purement africain. Un narratif africain, plus précisément. Et ça serait bien aussi de rappeler que lors des années 70, l'Algérie avait appelé à un équilibre médiatique entre le Nord et le Sud. Il faut que le Nord entende le Sud, tout comme le Sud entend le Nord. Et cela prouve que l'Algérie a une politique, une veille qui va dans l'intérêt de toute l'Afrique. Voilà. Donc il faut multiplier les connexions entre les journalistes africains, les médias africains, pour que justement ce narratif se construise avec tous et toutes, et pour que ce narratif soit entendu par tous et partout ailleurs. Effectivement, un narratif qui reflète les valeurs de tous les Africains, des liens communs, mais aussi de ce destin commun, parce que les Africains partagent un destin commun. Voilà. Donc, je dirais, on peut pas ne pas parler de Nelson Mandela, Madiba, qui avait dit que l'Algérie, c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme, et en s'inspirant de l'Algérie, de sa politique, de sa diplomatie, et je pense que dans chaque Africain, il y a un Madiba qui peut s'inspirer de l'Algérie aussi. Absolument. Merci Madame Rubilema. Mon collègue Touarabi, je vous ai bombardé de questions et je vais m'en arrêter là, mais enfin, je ne m'arrêterai lorsque j'aurai posé cette dernière question. Alors, nous avons fait un peu le point sur l'Afrique, sur l'environnement, notre environnement immédiat. Alors, quels sont au plan international, quels sont les principaux défis qu'aura à relever le président Tebboune durant son 2e mandat? Quels sont les dossiers les plus importants qu'il aura sur son bureau? Il nous reste à peine 3 petites minutes. Il est difficile de résumer tout ça parce que justement le président Tebboune, avec sa vision pour le continent africain et même sur le plan international, vous avez déjà la poursuite de tout ce que l'Algérie est en train de faire pour justement mettre fin à cette guerre génocidaire que subit le peuple palestinien à Gaza. Oui. Il y a aussi la question et le dossier du Sahara occidental qui est au niveau des Nations Unies. L'Algérie va continuer à déployer ses moyens diplomatiques pour que cette question soit traitée d'une manière juste, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir le droit à l'autodétermination. Oui. Vous avez aussi la question de la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. L'Algérie et 2 autres membres, le groupe A3, donc le Mozambique, la Sierra Leone et l'Algérie, justement, sont en train de faire un travail au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour que l'Afrique puisse accéder et siéger. Et bien évidemment, et le règlement au plus vite des crises innombrables qui minent justement le continent africain. Il y en a au moins conflit. Vous avez ce qui se passe au Sahel, la question du terrorisme et l'instabilité que subissent les pays du Sahel, la crise libyenne, la crise aussi du Soudan et bien d'autres crises. Voilà, énormément.
Ah, merci beaucoup, Mprane Touarabi. Bon, nous aurions pu faire encore parler pendant toute une autre heure, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti, nous l'avons allègrement consommé. Alors, vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, c'était le mot de la fin, Mprane Touarabi. Nous vous donnons rendez-vous, chers amis auditrices et auditeurs, la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Ont participé à cette émission Madame Louibi Rima, universitaire, spécialiste des médias, Mprane Touarabi, notre consultant, journaliste politique, grand reporter par ailleurs. Et depuis Dakar, nous avions notre ami, notre confrère, notre frère Maktar Sylla, spécialiste également des médias, consultant international, entrepreneur et fondateur de Label TV et Label Radio. Je rappelle aussi que cette émission a été préparée et présentée par Sine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Moad et Karim. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine.